Parce que leur mémoire est courte, les hommes accumulent d'innombrables pense-bêtes. Devant ces soutes pleines à craquer, les hommes prennent peur. Peur d'être submergés par cette multitude d'écrits, par cet amas de mots. Alors, pour garantir leur liberté, ils construisent des forteresses. À Paris, c'est à la Bibliothèque nationale que les mots sont emprisonnés. On y trouve tout ce qui s'imprime en France. Tous les signes que la main de l'homme a tracés sont représentés dans le plus riche de ces départements, celui des manuscrits. Un spectacle toujours changeant se déroule dans la salle de lecture du département des périodiques. On y consulte la plupart des journaux du monde. Au cabinet des estampes sont conservées toutes les images, qu'elles soient gravées, lithographiées ou même photographiées. C'est un musée. Musée aussi le cabinet des médailles. C'est Louis XIV qui, le premier, y rassembla des trésors. Les étoiles, les satellites, les météores, les capitales et leurs banlieues sont à notre portée au département des cartes et des plans. Édifiée en un temps où l'on imprimait peu, la Bibliothèque nationale s'enrichit maintenant de quelques 3 millions de volumes par siècle. Pour éviter l'éclatement, perpétuellement, elle s'enfonce plus avant dans le sol, elle s'élève plus haut dans le ciel. Pour
que le recours à cette gigantesque mémoire soit possible, ceux qui ont charge des trésors qu'elle recèle les dénombrent. Ils les trient, les analysent, les classent, les numérotent méthodiquement. Il a fallu des siècles pour inventorier les 6 millions de livres, les 5 millions d'estampes conservées à la Nationale. Travail indispensable car sans catalogue, cette forteresse ne serait qu'un pays sans route. Il a fallu concevoir des disciplines qui, avec le temps, se sont muées en lois. Pour inventorier la masse de nos connaissances, il a fallu recourir aux mots-clés. Avec le temps est né le grand catalogue des imprimés dont le propre est d'être toujours en chantier. Mémoire exemplaire, la Nationale emmagasine tout ce qui s'imprime en France. Un seul département, celui des périodiques, doit digérer chaque jour 200 kilos de papier, de journaux, de revues, de magazines, de bulletins, d'annuaires et d'almanachs. Dépareillée, une collection perd sa valeur. C'est pourquoi on s'interdit ici la moindre faute d'inattention. Si un numéro manque, il sera réclamé. Même si certains de ces imprimés ne devaient être consultés qu'une seule fois, il faut les conserver, c'est la règle du jeu. Parmi ces collections fut découvert le premier écrit de Rimbaud, publié par un obscur journal des Ardennes. Qui sait si ces feuilles ne recèlent pas quelque autre texte révélateur? Qui sait ce qui, demain, témoignera le plus sûrement de notre civilisation? Il y a 4 sources d'enrichissement pour la Bibliothèque nationale. Les dons, les achats, les échanges, et la principale, le dépôt légal. Institué au XVIe siècle, il oblige éditeurs et imprimeurs à livrer à la Nationale plusieurs exemplaires de chaque ouvrage publié. Pour indiquer qu'un volume est entré à la Bibliothèque nationale, que plus jamais il n'en pourra sortir, on l'estampille. L'ouvrage déposé est d'abord représenté dans le fichier où figurent tous les éditeurs de France. Puis il est inscrit sur le registre des entrées. Sa fiche signalétique est établie sommairement. Après quoi, prisonnier, il attend que vienne le jour du classement. Une fois par semaine, les livres sont soumis à un tri pour être répartis dans les différentes sections du service du catalogue. Certains, comme celui-ci, sont inscrits sur un fichier de collection. On situe le livre. On détermine à quelle science il se rattache. On l'identifie. On l'indexe. Électroniquement, on diffuse son signalement.
20 fiches le décrivant sont intercalées dans différents classeurs parmi les millions d'autres fiches qui font de cette salle des catalogues le cerveau de la Bibliothèque nationale. Rondé, ce livre n'échappera à aucune recherche. Une lettre, des chiffres désignent la tablette qu'il occupera dans l'un des magasins. Catalogué, le livre va rejoindre le point précis qui lui est imparti dans le dédale d'un rayonnage long de 100 km. Voici le livre dans son décor. Bientôt cet antique grenier disparaîtra. En effet, depuis 20 ans, des métamorphoses successives tendent à faire de la Nationale la bibliothèque la plus moderne du monde. Citadelle silencieuse, la Bibliothèque nationale recèle d'innombrables trésors. Beaucoup mériteraient qu'on s'y arrête, mais 100 films alors ne suffiraient pas. Car qui peut dire ce qui est ici le plus précieux, le plus beau, le plus rare? Serait-ce le manuscrit encore inédit du journal des Goncourt? Le Codex Peresianus que personne ne sait plus déchiffrer? Ces mémoires d'Harry Dixon, aujourd'hui introuvables? Ces carnets intimes qui ne seront ouverts qu'en 1974? Le manuscrit des pensées de Pascal? Ou l'ensemble des écrits d'Émile Zola? Le caillou de Bagdad et les joyaux qui l'entourent? L'album de croquis de Villard de Honnecourt, ou bien encore ce médaillé royal, ces manuscrits géants de Victor Hugo, la map monde de Cabot, cette reliure aux armes d'Henri II, ce livre, le premier imprimé à Paris, l'Évangéliaire de Charlemagne, l'Apocalypse de Saint-Sévère, ce Mantegna, ce Dürer, ce Redon. Ces richesses, il faut les préserver. C'est pourquoi l'air est contrôlé, l'atmosphère corrigée. Une machinerie, pareille à celle du capitaine Nemo, maintient une température constante, favorable au papier, au cuir, au parchemin. De jour et de nuit, des contrôles se succèdent. Coûte que coûte, il faut faire échec à la destruction. Un onguent savant préserve les reliures. On restaure les écrits des civilisations disparues. Les trous d'insectes sont obturés. Les feuilles éparses encollées. On vaccine les livres. On les gaine. Un rempart de plastique isole les cartes et les plans.
Pour les préserver de l'usure, on range les portefeuilles sur des rouleaux mobiles. Quant aux journaux, dont le papier de bois se détruit lui-même, on les microfilmera. Captées, ces images perpétueront la mémoire des documents périssables. Mais tandis que se poursuit cette lente bataille contre la mort, des appels sont lancés. Sans cesse, des messages fusent à travers le labyrinthe de ces magasins. Le livre trouvé, une fiche prend sa place. C'est son fantôme. Un dernier contrôle, une dernière vérification de l'identité du livre et de son bulletin. Et voici le livre en marche vers une ligne idéale, un équateur plus décisif pour son existence que la traversée du miroir. Ce n'est plus le même livre. À l'instant, il faisait partie d'une mémoire universelle, abstraite, indifférente, où tous les livres étaient égaux entre eux, où ils bénéficiaient tous ensemble d'une attention aussi tendrement glacée que celle de Dieu pour les hommes. Et le voici choisi, préféré, indispensable à son lecteur, arraché à sa galaxie pour nourrir ces faux insectes croqueurs de papier, irrémédiablement différents des insectes, en ceci qu'ils sont attelés chacun à une besogne distincte. Astrophysique, physiologie, théologie, systématique, philologie, cosmologie, mécanique, logique, poétique, technologie. Ici se préfigure un temps où toutes les énigmes seront résolues. Un temps où cet univers et quelques autres nous livreront leurs clés. Et cela simplement parce que ces lecteurs, assis devant leurs morceaux de mémoire universelle, auront mis bout à bout les fragments d'un même secret, qui a peut-être un très beau nom, qui s'appelle le bonheur.